l'intelligence artificielle versus l'intelligence naturelle ou humaine. C'est le sujet de notre prochaine session avec nos deux invités, Magali Alonso et Alexia Odvar. Et toujours, vous le voyez sur ce fond d'écran en partenariat avec Toulouse is AI, qui est le collectif à Toulouse qui se saisit de ces questions d'intelligence artificielle, aussi bien du côté de la recherche que du côté des entreprises, du côté avec les étudiants également, et avec cette volonté de faire de ce sujet un sujet transversal et surtout compréhensible par tous ces univers. Donc, quelques mots de présentation de Magali Alonso et Alexia Odvar. Toutes les deux co-autrices du livre « Apprendre demain ». Alors, je l'ai sous les yeux, donc « Apprendre demain, quand intelligence artificielle et neurosciences révolutionnent l'apprentissage ». Magali Alonso, vous êtes data scientist chez Helter, Helter Make AI Real, où vous développez des solutions d'intelligence artificielle. Vous êtes diplômée en neurosciences. Et vous travaillez désormais sur des solutions qui permettent d'utiliser au mieux les neurosciences pour affiner l'IA. Alexia Odvar, vous êtes experte en machine learning, fondatrice de la société Datactic, spécialisée dans la valorisation des données. Vous présidez aussi une association qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Toulouse Data Science, qui est un lieu d'échange et de partage sur la valorisation des big data et sur l'analyse prédictive. Et puis donc, vous avez écrit toutes les deux ce livre qui est paru très récemment. Alors c'est un livre qui a la particularité d'être destiné à la fois aux experts en deep learning mais qui ne connaissent pas vraiment les neurosciences, et aussi aux spécialistes des neurosciences mais qui eux ne sont pas informaticiens, avec justement l'objectif de donner des clés pour mieux comprendre ces deux disciplines et aussi leurs interactions. Première question peut-être, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En quoi elle diffère finalement de l'intelligence naturelle humaine? Bonjour à tous. Avant de répondre à la question, je pense qu'il est important de bien comprendre ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui est complètement immatériel. Intelligence, ça vient de intelligere, qui veut dire faire le lien en latin. Faire le lien entre les choses, c'est ce qui nous permet d'être intelligents. Et pour faire ça, une des capacités cognitives les plus importantes, c'est l'apprentissage. Et ce qui va différer vraiment l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, c'est qu'un humain va apprendre complètement différemment qu'une machine. Un humain, on va lui montrer, on va lui apprendre des choses, il va apprendre par lui-même, il va être capable de faire des raisonnements, on va lui monter 3 fois un ballon, il va savoir ce que c'est qu'un ballon. Une intelligence artificielle, ça peut apprendre de différentes façons. Dans le livre, on parle essentiellement d'apprentissage automatique, donc ce qu'on appelle le machine learning en anglais. Et ce mode d'apprentissage-là, c'est on va donner des tonnes d'exemples, par exemple de ballons à la machine, de façon à ce qu'elle comprenne ce que c'est qu'un ballon. Mais à l'heure actuelle, la grosse différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est que nous, humains, on est capable de généraliser nos apprentissages. Et donc, on va pouvoir, quand on a appris ce que c'est qu'un ballon, on va comprendre ce que c'est qu'une balle. Et puis, ça va être assez facile de comprendre le principe d'une montgolfière, par exemple. Alors que la machine, si on veut qu'elle comprenne ce que c'est qu'une montgolfière ou ce que c'est qu'une balle, il va falloir lui redonner beaucoup de données sur ces concepts-là. On a parfois l'habitude de citer l'exemple de l'apprentissage de la conduite d'une voiture, à peu près 20 heures de leçon pour un humain, une humaine. Mais combien de fois plus pour une machine, et on en est à toujours évidemment, et encore sans doute pour longtemps, à la réflexion sur la voiture autonome. Donc c'est la nécessité, donc vous avez dit, d'intelligence générale, de sens commun, ce qui veut dire aujourd'hui donc que l'intelligence artificielle n'a pas dépassé l'intelligence humaine et n'est sans doute pas près de le faire. Alors à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, on dit qu'elle est faible, c'est-à-dire que elle est très spécifique. Elle peut être bien meilleure qu'un être humain pour prédire des tumeurs cancéreuses, pour savoir où est-ce qu'il faut optimiser l'épandage des engrais dans un champ, pour battre un humain au jeu de Go, par exemple. Maintenant, la machine est capable de battre un humain au jeu de Go. Mais par contre, la machine, elle va être spécifique dans une seule et unique tâche. Donc, elle ne va pas être capable de transposer ses apprentissages
à d'autres tâches. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est faible. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'intelligence artificielle puisse égaler l'intelligence humaine ? Alors, il manque beaucoup de choses. La première, je pense que c'est les émotions. Nous, en tant qu'êtres humains, nos prises de décision sont souvent en fonction de nos émotions. On ne fait pas les mêmes choix si on est heureux, si on est en colère, si on a mal dormi. Voilà, tout ça va faire que ça va influencer nos prises de décision. La machine, elle n'a pas ça, elle n'a pas ce côté humain-là. La perception aussi peut-être, le fait que précisément l'intelligence humaine dépende aussi d'un corps. Oui, il y a essentiellement ça. Et ce qui nous amène au deuxième point, qui est la conscience, en fait. Nous, on a en règle générale conscience de ce qu'on fait. Et nos décisions sont assez réfléchies, même si on peut faire prendre des décisions de manière inconsciente. La plupart du temps, on les prend de manière consciente. La machine, elle n'a pas de conscience. Elle ne sait pas qu'elle joue au jeu de Go, elle ne sait pas qu'elle détecte des tumeurs cancéreuses. Elle ne sait rien de tout ça. Et la dernière chose, c'est le sens commun. C'est tout ce qui, nous paraît complètement naturel. Si je vous raconte une blague, normalement, vous devez rire. Et la machine, elle va peut-être pas forcément comprendre la blague. Et donc, elle ne rira pas. Si je vous dis, par exemple, Marcel aime Clémentine, vous allez tous comprendre que Marcel et Clémentine, c'est des êtres humains. La machine, c'est pas sûr. Peut-être qu'elle va comprendre que Clémentine, c'est un fruit. Donc passer de l'IA faible à l'IA forte, ça passe par quel processus de recherche ? Ça passera par la prise en compte, du coup, pour nous, de ces trois facteurs, donc les émotions, le sens commun. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient finalement la possibilité de faire appel aux neurosciences ? Alors les neurosciences, ça fait déjà longtemps qu'elles sont incluses dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une science qui date des années 50. L'objectif des chercheurs qui ont créé cette science, c'était de reproduire toutes les capacités cognitives d'un être humain dans une machine. Rapidement, il y a eu deux branches qui ont divergé dans l'apprentissage. Il y a l'apprentissage symbolique, qui est vraiment l'apprentissage avec des règles formelles, et l'apprentissage connexionniste, qui est l'apprentissage avec des données. Et une partie de cet apprentissage-là est bio-inspirée des réseaux de neurones humains. C'est-à-dire qu'on va créer des réseaux de neurones mathématiques qui vont permettre à la machine d'apprendre. Et je vais laisser Magali faire le... Oui, puisque finalement on a intitulé cette table ronde bio-inspiration. C'est important peut-être qu'on évoque cette question de neurosciences, bio-inspiration, intelligence artificielle, un triptyque. Oui, alors tout à fait. Comme l'a dit assez justement Alexia, en fait, on parle bien de réseau de neurones artificiels. Et dès le départ, en fait, les mathématiciens ont compris, quand il s'agissait de faire des algorithmes, que cette formation en réseau de neurones était une formation qui allait les aider à amener à faire des apprentissages aux machines. En même temps, comme le dit aussi bien Yann LeCun, qui est quand même un des fondateurs, on va dire, du deep learning moderne, on parle de bio-inspiration et non pas de biomimétisme. Il faut faire attention. Si on parlait de biomimétisme, nos avions aujourd'hui, ils auraient des plumes, ce qui n'est pas le cas, fort heureusement pour nous. Et en effet, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut aussi savoir ne pas tout prendre des neurosciences, mais tout en cherchant à s'en inspirer, à tirer le meilleur en fait de cette discipline. Dans le livre, vous détaillez justement les neurosciences computationnelles. Expliquez-nous peut-être déjà pour commencer. Ensuite, quel rôle justement dans la définition, la nécessité d'affiner l'IA, ça passe peut-être aussi par ça. Oui, alors en fait, les neurosciences computationnelles, c'est une discipline qui est assez ancienne. En neurosciences, quand on fait des expérimentations, on est limité par le côté biologique et notamment par l'éthique, ce qui est une bonne chose parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ce qui aussi peut dans une certaine mesure freiner les avancées dans la recherche ou en tout cas stimuler la créativité pour continuer à avancer. Et les neuroscientifiques se sont dit on ne peut pas faire certaines choses, on ne peut pas avoir accès à certaines choses dans le cerveau, mais par contre on sait faire des modèles de comportement d'animaux, pourquoi on ne ferait pas des modèles de comportement du cerveau ? Donc ils ont été voir les mêmes mathématiciens que ceux qu'ils allaient voir pour modéliser le comportement des fourmis ou quoi, mais ils ont dit maintenant on veut modéliser un comportement cellulaire.
et donc, ils ont travaillé de concert avec des mathématiciens, et ça a donné naissance à une discipline qui s'appelle, qu'on nomme aujourd'hui les neurosciences computationnelles, parce qu'il s'agissait vraiment de neuroscientifiques qui allaient dans les labos de mathématiques pour avoir des réponses à des questions sur de la biologie. Alors que l'intelligence artificielle, au contraire, ce sont des mathématiciens qui, au bout d'un moment, se sont dit on a peut-être des choses à apprendre de la biologie, et qui ont été dans les labos de biologie pour comprendre comment fonctionnait le cerveau. Voilà. Quelle est la conclusion de votre livre? Vous avez cherché à faire le pont finalement entre ces deux disciplines, et surtout à montrer en quoi elles pouvaient s'apporter finalement l'une à l'autre. Je pense que la conclusion, en fait, c'est que neurosciences et intelligence artificielle, l'intelligence artificielle se place, on l'a bien entendu tout à l'heure, au sein d'un consortium multidisciplinaire. Elle est un peu au cœur de cette galaxie multidisciplinaire, on va dire. Et en fait, les neurosciences sont une des disciplines qui vont permettre à l'intelligence artificielle potentiellement de faire un bond technologique ou d'avancer en termes de recherche et de développement pour pouvoir progresser et faire tomber de nouvelles barrières, notamment potentiellement un saut technologique qui permettrait d'implémenter du sens commun ou des émotions dans des machines pour arriver à des intelligences toujours plus générales, en tout cas de tendre vers une intelligence générale. Est-ce que pour autant, ça serait une IA avec conscience ? La définition de la conscience, c'est quelque chose qui est assez complexe déjà chez l'homme. Dire qu'une IA serait capable de conscience, je pense que c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait arriver à définir déjà ce qu'est la conscience. Maintenant, Est-ce que finalement, c'est quand il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de l'IA et du côté notamment des transhumanistes, c'est bien cette question-là qui fait peur aussi, parce que si l'intelligence humaine est dépassée par l'intelligence artificielle, elle ne le sera qu'à condition qu'il y ait une intentionnalité et une conscience. C'est ce qu'on appelle le point de singularité. Oui. Nous, en fait, on ne s'est pas trop attardé sur ce point-là, parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est assez stupide, on va dire. Elle est capable de faire une chose, très très bien, beaucoup mieux que vous ou moi, mais elle sait faire qu'une seule chose. Donc, avant de parler d'IA qui va être supérieure aux êtres humains, on a le temps de voir venir, je pense. Déjà, essayons de faire en sorte que les IA qu'on crée maintenant permettent de faciliter notre vie, et qu'elle soit un animal de compagnie assez sympa qu'on a envie d'amener un peu avec nous et dont on n'a pas peur. Donc arrêtez de se faire peur avec l'IA déjà. C'est ça. Mais pour ça, comme ils l'ont dit dans la conférence précédente, et c'est un peu pour ça qu'on a écrit le livre, c'est qu'on souhaitait expliquer ce que c'est que l'IA. L'IA, c'est en train de changer tous les métiers. Il n'y a quasiment aucun métier qui ne va pas être impacté par l'intelligence artificielle. Et les gens ne sont pas tous data scientists, ne savent pas tous faire des modèles, et c'est pas grave. Par contre, il faut que les personnes comprennent comment ça marche. En comprenant comment ça marche, du coup, on en a moins peur. C'est comme toute technologie. Dans le livre, vous dites à un moment qu'il y a plus d'interaction dans le cerveau que de galaxies. Donc, on n'y est pas tout à fait. Il y a plus de connexions nerveuses dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, en effet. Alors, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de neurones dans le cerveau. En fait, le cerveau, c'est quelque chose de très dynamique. Souvent, on voit ça comme un système très figé, justement, comme une galaxie, d'où l'analogie. Mais en fait, il faut comprendre que dans le cerveau, les neurones, ils meurent, mais ils naissent aussi. Il y a des structures dans le cerveau où on a des nouveaux neurones qui sont créés tout au long de notre vie. C'est juste que plus on vieillit et plus la quantité de neurones qui meurent est plus importante que la quantité de nouveaux neurones qui arrivent. Mais tout au long de notre vie, notre cerveau est plastique et est capable justement de créer de nouvelles connexions, d'en défaire d'autres qui sont plus utiles. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour une IA.
À l'heure actuelle, une IA, on va lui faire apprendre quelque chose, et puis ça va être figé, quoi. On a créé un modèle, et un modèle d'IA, c'est figé, et il va falloir, si on veut lui faire apprendre autre chose ou une nouvelle déclinaison, créer un nouveau modèle d'IA avec une autre série d'apprentissages, alors que notre cerveau, au contraire, lui, il est capable de s'adapter très rapidement. Et donc l'inspiration, elle peut venir de là aussi, aider à créer des modèles d'IA qui se basent sur la façon dont le cerveau apprend pour avoir des modèles plus plastiques. Une époque finalement fascinante pour les scientifiques. Bon, alors clairement il nous reste peu de temps puisqu'il nous reste 2 minutes 30, mais si vous avez une ou deux questions courtes et réponses courtes, on peut peut-être tenter la chose. Philippe Coste, Toulouse Isaïe. Non, mais sinon, nous, on continue, il n'y a aucun problème. Je voulais juste pas vous frustrer. Ce qu'on peut peut-être compléter, je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle, ça datait des années 50. Et une question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi, si ça a commencé dans les années 50, on en parle beaucoup maintenant. Alors en fait, il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que d'un point de vue théorique, la technique d'apprentissage qu'on appelle en anglais deep learning ou réseau de neurones profonds en français existe depuis les années 70-80. 80, vraiment, on a commencé à faire de la théorie de réseau de neurones qui tenait la route et sur lequel on se base actuellement. Le problème des années 80, c'était que c'était le début de l'informatique et on n'avait pas des ordinateurs très puissants. Et de plus, on n'avait pas beaucoup de données. Depuis les années 2000, les sociétés génèrent de plus en plus de données. Nous, êtres humains, on génère de plus en plus de données. Et puis, on a les capacités financières et techniques de pouvoir stocker ces données et les traiter. Et donc, du coup, en fait, pourquoi ça explose aujourd'hui ? En fait, parce qu'on a plus de données, on a la théorie, et puis on a plus de moyens de calcul. Et tout ça, en fait, ça permet de vraiment explorer la branche de réseau de neurones artificiels qui est bio-inspirée des réseaux de neurones humains. Et donc, c'était pour ça qu'on souhaitait faire ce livre pour expliquer vraiment le lien entre les deux disciplines et pourquoi l'IA est aussi présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, le livre, on en a parlé. Je sais que vous allez le dédicacer tout à l'heure au Quai des Savoirs, à la librairie Ombre Blanche, qui est le partenaire du Point pendant toute la durée de Futurapolis. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.